Alors la miso, ça sera sur les jeux de plateau adaptés en jeux vidéo. Alors ça sera sur les adaptations entre les jeux de plateau et les jeux vidéo. Et on va commencer par les jeux de plateau adaptés en jeux vidéo, ce qui est à mon avis l'expérience la plus courante qu'on a, en tout cas entre nous là, sur les trois. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, je pense qu'il faut se concentrer sur les jeux qui assument leur héritage et reprennent la formule du jeu d'origine, pas les jeux vaguement inspirés d'un jeu existant, parce que ça existe aussi. Enfin voilà, l'idée pour moi là, c'était c'était les jeux où on retrouvait vraiment l'esprit et l'ambiance du jeu de plateau. Quand je dis jeu de plateau, je parle sans discernement de jeu de plateau et de jeu de société. Enfin, je sais pas si vous faites partie de ces gens qui aiment bien catégoriser les trucs, mais moi je m'en fous un petit peu. Ouais, moi j'englobe tout moi dans ça. Oui, voilà. Effectivement, un jeu de plateau en général, on va même inclure des jeux de cartes, des deck building, enfin voilà, des jeux de cartes deck building. Des jeux qui jouent sur table, quoi, mais ça peut être aussi. On va voir que c'est pas forcément. En fait, effectivement que la traduction anglaise, les board games, est plus proche entre guillemets de dire c'est un jeu qui joue sur une table en fait. Ouais. Et alors les Anglais vont encore plus loin parce qu'ils font la distinction entre board games et tabletop games, et là vraiment j'ai aucune idée, ils m'ont perdu là sur la différence entre les deux. Alors moi j'ai noté plusieurs catégories dans ces jeux. La première, c'est les jeux qui se font vraiment pas chier en fait. Enfin les gens qui sont vraiment pas chier en adaptant un jeu, ce sera des jeux comme je sais pas moi, Uno, les Aventuriers du Rail, Catan, Pandémique, etc. Où en gros, l'idée c'est de reproduire un plateau de jeu virtuel sur lequel on joue une partie exactement comme on jouait dans l'original. C'est bien que ça existe. Alors c'est surtout sympa parce qu'en ce moment on n'a pas forcément l'occasion de se réunir entre potes et de jouer à un vrai jeu de jouer à un jeu de société ensemble. Donc c'est plutôt cool de pouvoir y jouer en ligne. Mais c'est vrai que ça va pas super loin. Je sais pas si vous avez joué à certains de ces jeux. Moi j'ai beaucoup joué à une époque à Carcassonne. Ouais. Sur l'équivalent de serveur, comme il y a par exemple Board Games Arena, je dis des bêtises, oui c'est ça, Board Games Arena, qui est très sympa, où j'ai joué d'ailleurs pendant avec des copains pendant le premier confinement aux échecs. Enfin bref, c'est un peu le principe de ce que tu vas nous raconter ensuite, mais donc là du coup c'est Carcassonne, c'était sur Bridgepilg, c'est le nom, qui pareil était un espèce d'agrégateur de jeux de société, jeux de plateau, et c'était vraiment génial parce des fois on était à distance et chacun chez soi. On aimait bien se faire des parties tous les deux et en direct, mais quand on pouvait pas, du coup on se faisait des parties en ligne et c'était vraiment kiffant. J'ai joué aussi pendant le premier confinement à risque avec des potes, dont un qui vit en Guadeloupe. Donc franchement, voilà, des potes que j'avais pas eu depuis longtemps. Des parties d'échecs aussi, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà, ouais, effectivement, ouais, c'est pas mal joué parce que c'est très kiffant quand tu peux avoir les potes à la maison en fait. Voilà, il y a un intérêt certain, mais disons qu'au niveau game design, y a rien à faire, quoi. Tu prends un jeu qui existe, tu crées les modèles et tu refais le jeu. J'ai presque envie de mettre même les jeux Magic de Gathering là-dedans. Alors en tout cas, les versions auxquelles j'ai joué il y a quelques années, je sais pas si ça a évolué depuis, mais en gros, voilà, t'as un jeu, tu poses tes cartes, c'est le jeu de cartes qui est reproduit à l'écran. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Mais effectivement, pour revenir un peu là-dessus, ça ne vaut pas en fait étant très amateur des jeux de plateau, et effectivement, ça ne vaut pas non plus, même pour ce genre de jeu, une partie avec les copains autour d'une bière ou autre. Ah c'est sûr, la bière en moins déjà. Après, rien ne t'interdit de boire une bière chez toi pendant que tu joues au jeu. Mais après, bon, voilà, ça reste quand même un truc très sympa de pouvoir jouer à des jeux de société, des jeux qu'on aime beaucoup, et de pouvoir jouer avec des gens à l'autre bout du monde. Ouais, voilà, c'est très. Alors, il y a un jeu un petit peu spécial dans cette série que j'ai envie de citer, qui s'appelle Tabletop Simulator. C'est un jeu qui est sorti en 2015, et comme son nom l'indique, en fait, c'est une simulation de jeu de plateau. Alors vous allez me dire, de quel jeu de plateau ? Eh bien, de tous les jeux. En gros, Tabletop Simulator, ça nous fournit tous les éléments nécessaires à un jeu. Donc on a des cartes, on a des pions, on a des dominos, des tuiles, on a tout ce qui peut être nécessaire dans des figurines, tout ça. Enfin voilà.
tout le matériel qui peut être nécessaire dans un jeu. Et en gros, soit tu fais ton jeu, tu peux créer ton propre jeu de société, ou alors tu vas fouiller dans le workshop de Steam par exemple, ou tu vas fouiller dans les créations de la communauté pour retrouver soit des jeux originaux, soit des jeux qui existent, qui ont été copiés. À noter qu'il y a pas mal de game designers, donc de jeux de plateau, qui font leurs prototypes sur Tabletop Simulator, donc ça peut être intéressant ne serait-ce que en tant que créateur, c'est intéressant comme outil, et aussi en tant que joueur, c'est intéressant de découvrir des jeux qui n'existent pas encore, mais qui vont peut-être sortir un jour. Et aussi, il y a des jeux qui sont disponibles en DLC, qu'on peut acheter. Par exemple, là, la semaine dernière, ils ont sorti le Loup-garou en DLC. Donc, si jamais, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu à une sorte de gros hub du jeu vidéo, enfin du jeu de plateau en jeu vidéo, quoi, où vraiment tu peux faire ce que tu veux dedans. Et tout ça, en fait, donc c'est accompagné d'une physique réaliste qui te laissera même retourner la table si l'envie t'en prend. Ça, ils ont bien insisté là-dessus sur ce point dans leur com. C'est marqué partout sur leur site, dans leurs vidéos, on le voit tout le temps. C'est un jeu qui est jouable à plusieurs en ligne, en ligne ou en écran partagé. C'est compatible VR, donc vraiment tu peux vraiment t'immerger. Et voilà, moi je pense que pour cette catégorie de jeux qui se contente de reproduire la réalité en version électronique, Tabletop Simulator, c'est un petit peu le maître du game, quoi. Enfin, je veux dire, il a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Je sais pas si vous aviez entendu parler de ce jeu un petit peu ou pas. Si vous l'avez passé. Du coup, il est sur plateforme PC, c'est ça? Alors, il est sur PC parce que c'est là que j'ai essayé. Il est sur Steam. Il me semble qu'il existe d'autres versions parce que j'ai cru voir sur Steam qu'il avait les tags cross-platform, donc il doit être ailleurs. Je sais pas où par contre. Mais voilà, écoute, je vous laisse chercher si ça vous intéresse. En tout cas, si jamais vous avez un jour envie de tenter la création d'un jeu, parce que là vous avez vraiment tous les outils en main, et si vous avez une idée un petit peu sympa, ou alors simplement décliner un jeu, ou alors décliner un jeu qui existe dans un univers différent, ça peut être un bon outil pour essayer de tester ça. Écoute, c'est très intéressant. Okay. Voilà. Alors, un cran au-dessus, on va avoir les jeux qui apportent un petit plus, et qui, en gros, c'est des jeux qui vont s'inspirer d'un jeu existant, d'un jeu de plateau existant, et qui vont tirer parti des spécificités du média électronique pour apporter quelque chose en plus ou adapter les règles. Alors, je pense que l'un des tout premiers exemples de ça, c'était peut-être Battle Chess en 1988 déjà. Est-ce que vous voyez ce que c'est Battle Chess? Oui, pas du tout. Effectivement, voilà, là quand tu en parlais en off, c'est un jeu en fait que j'ai pas joué, hein, effectivement, mais par contre qui m'a marqué dans mon imaginaire de joueur d'époque. Enfin, quand j'en ai entendu parler il y a très 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 longtemps, en fait, ça ravivait en fait des très très vieux souvenirs. Et effectivement, ouais, c'est le côté, le petit plus que tu veux aborder, hein, sur le côté un peu animation en fait, en quelque sorte. C'est ça, parce que le principe en fait, c'est un jeu d'échecs. Simplement tu joues avec des pièces qui sont animées, donc t'as des petites animations quand tu vas prendre une autre pièce ou quand une pièce va se déplacer, tout simplement. On va voir la pièce, on va voir le personnage se lever, se déplacer vers la case et éventuellement se battre avec la pièce qui va essayer de prendre. Ouais, pardon. Ouais, vas-y. C'était un petit côté Harry Potter et je crois que c'est la Chambre des Secrets. Où c'est ça. Check et franchement, ouais, c'est cool. Qui n'a pas rêvé étant gamin? Qui n'a pas rêvé? Je sais pas parce qu'il y a plein de gens qui jouent pas aux échecs comme moi, mais qui n'a pas rêvé justement que les pièces s'animent et qu'un affrontement soit réel, quoi, en fait. Et ouais, effectivement, c'est ça qui est chouette avec Battle Chess, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il a inauguré, quoi. Je pense que à peu près la plupart des gens de notre génération ont vu des images de ce jeu dans les médias, que ce soit les magazines ou les émissions qui étaient dédiées aux jeux vidéo à l'époque, qui passaient sur les chaînes classiques. Ça rappelle aussi, je sais plus, il y a ça dans Star Wars, il me semble. Ah ouais, ça me parle. Un truc un peu similaire. Il me semble qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui jouent aux échecs dans la cantina ou un truc comme ça, et c'est alors je sais plus si c'est des pièces en hologramme, elle se bouffe, un truc comme ça. C'est ça, voilà. Et du coup voilà, ça porte un petit plus, mine de rien. Jouer aux échecs et t'as les pièces qui se déplacent et qui se battent entre elles, ça apporte une autre dimension en fait, de voir ces pièces périr sous les coups de l'adversaire.
Même si en réalité c'est pas génial. C'est super lent en fait. Toutes les animations sont super lentes. Ça plombe vraiment le jeu. Alors après les échecs, c'est un jeu qui peut se jouer à tous les rythmes. On peut jouer très vite aux échecs, on peut jouer une pièce par jour, un coup par jour. Je veux dire, donc ça peut être adapté. Mais bon, si jamais t'as envie de jouer aux échecs avec un pote, vite fait une partie, ta partie va durer 15 minutes alors que si elle aurait pu en durer 3. Enfin non, j'ai aucune idée, j'ai aucune notion parce que je joue vraiment pas beaucoup aux échecs. J'ai joué un petit peu il y a quelques années, mais ça fait très longtemps. Je sais pas combien de temps ça dure une partie d'échecs. C'est assez variable justement. Ça me fait un peu rebondir sur ce que je veux dire sur l'adaptation des jeux d'échecs en général. Effectivement, une partie d'échecs, ça dure une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure. Hein. Après, tout dépend contre qui tu tombes. Si tu as un adversaire à peu près de ton niveau, effectivement, ça peut durer 1 heure facile. Voilà. Là, un adversaire qui est beaucoup plus fort que toi ou tu es beaucoup plus fort que lui, en 20 minutes, ça peut être plié, quoi. Et souvent, là, du coup, je me suis remis parce que grâce à un ancien Teriyaki, donc le jeu de la dame, je continue à jouer un petit peu. J'ai quand même fait une bonne centaine de parties quand même. Alors, j'exagère un peu, peut-être une 50aine, mais et effectivement, je trouvais en fait par rapport à l'époque où je jouais pas mal sur PC, qu'il y a une vraie différence. Autant voilà, Chess Ultra qui est un très très beau jeu. Franchement, il y a rien à dire. C'est un confort, les musiques d'ambiance, tout ça, c'est très cosy quoi. C'est vraiment très très cosy pour. Alors, sauf la pièce où il y a le téléphone portable qui sonne. Ouais, effectivement. Et la problématique, c'est qu'en fait, tout t'es pourri pour tout le reste aspect du jeu qui est super important. Pour trouver un adversaire en ligne, vu qu'il y a plus personne, c'est merdique. Les tournois, en fait, c'est pourri. En fait, il y a tout un système de jeu en fait qui, dans leur équivalent PC, dans mes souvenirs, je jouais à Chess Master il y a un paquet d'années. Où effectivement, là, trouver quelqu'un en ligne, c'était beaucoup plus simple. Pour aller sur un agrégateur de jeux, c'est tellement plus simple en fait de faire une partie d'échecs avec des designs dégueulasses. Et je comprends pas en fait comment ce genre de jeu en fait intègre pas un mode en ligne performant en fait. Je comprends pas. Oui, pour moi, pourquoi l'univers se rencontre pas. Et pour moi, c'est vraiment une énigme. C'est comme certains Soul Calibur où c'est un enfer pour trouver un combat avec quelqu'un d'autre quoi. Après, Chess Ultra, il a ce côté sympa, c'est tous les tutos. Il a énormément de. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment un très très bon jeu. Je regarde pas du tout dans la fin, mais effectivement, je trouve ça très très limité sur l'aspect multiplayer, quoi. Ben voilà, pardon. Chess Ultra, ça fait partie de ces jeux qui ajoutent un petit truc qui font que je me suis mis à jouer aux échecs en ligne, alors que ça remonte à il y a 1 ou 2 ans, un truc comme ça, et j'y ai pas joué très longtemps, parce que ça reste les échecs, et que c'est pas vraiment un jeu qui m'attire plus que ça. Mais ça a suffi à me convaincre d'essayer de me mettre aux échecs. Surtout que, alors, c'était un jeu qui était compatible VR. C'est vraiment dégueulasse en VR. C'est vraiment pas bien. Oui, non, ça fait vraiment partie de ces jeux qui marchent vraiment pas bien en VR. C'est un petit peu, c'est presque du niveau de Skyrim, quoi, sur PSVR. Alors après, quand je dis en VR, quand je parle de VR, je parle de PSVR, donc qui est un peu limité par rapport à ce qu'on peut avoir sur l'Oculus ou sur PC en général. Ouais, non, ça vaut vraiment pas le coup d'acheter ce jeu si vous voulez jouer en VR. Mais donc voilà, effectivement, ça fait partie. C'est une adaptation qui est pure et dure, mais un petit enrobage, un petit design sympa, des animations, ce genre de choses, ça peut suffire à apporter un petit plus. Et sinon, pour revenir à Battle Chess, c'est un jeu il y a eu un remake en 2015 dont j'avais pas entendu parler avant de chercher Battle Chess sur Google, et qui a priori reprend les mêmes principes, mais encore une fois, on a des animations qui sont super lentes. Alors les animations sont plus jolies forcément, le design général est plus joli aussi, mais le jeu, enfin voilà, ça reste. Moi, je sais que ça m'énerverait de jouer aux échecs avec un jeu comme ça qui m'interrompt qui régulièrement va te mettre une cutscene super longue, super lente. Après, j'imagine que peut-être qu'on peut les passer, je sais pas, j'ai pas joué plus que ça. Mais donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Battle Chess. Je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non. Mais je trouvais que c'était je trouvais que c'était important d'en parler parce que effectivement, c'est un petit plus effectivement qui a son charme, que c'est-à-dire que effectivement on a toujours rêvé que même avec des matchs avec des
des parties avec des copains ou des copines, d'avoir des pièces qui s'animent, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de manger la pièce, en fait, elle se mange vraiment. Ouais. Ça, c'est le côté que le jeu vidéo permet et qu'on n'aura jamais en réalité. On peut imaginer dans sa tête, mais ça, le jeu vidéo le permet. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, mais effectivement, c'est un petit peu bâtard parce que, en fait, au final, ce qui importe, c'est pas le fait d'avoir mangé la pièce, enfin, de voir la pièce se faire manger, c'est qu'est-ce que ça va apporter comme conséquence dans la partie, en fait. Dans la partie, ouais. Et je trouve que ça va très loin parce que par exemple la tour se transforme en golem avant de se déplacer, en tout cas dans le jeu d'origine. Enfin, ça prend très longtemps tout ça, ça dure des heures. Et voilà. Sinon, du coup, pour parler d'un vrai bon jeu PSVR qui marche très bien, qui est très agréable et qui est une adaptation du coup d'un jeu. Il y a un jeu qui m'avait vraiment beaucoup plu, moi, c'était Werewolf Within. C'est un jeu de 2016. Et donc, si vous parlez un petit peu anglais, peut-être que vous avez deviné que c'était une adaptation du loup-garou de Tierce-Lieu. Ouais. Et donc, là, on va pas se contenter juste de faire ce jeu en VR, ce qui est possible aujourd'hui, du coup, dans Tabletop Simulator, on peut jouer en VR au loup-garou, il n'y a pas de problème. Ça va être une adaptation fidèle au jeu, je pense. Je ne suis pas renseigné plus que ça sur la question, mais il me semble que c'est le cas. Alors que dans Werewolves Within, ils ont adapté un petit peu les règles, en fait, pour les rendre plus compatibles avec l'expérience qu'on attend d'un jeu vidéo. Et en fait, voilà, le principe, c'est, vous le connaissez tous, mais je vais le résumer vite fait. C'est qu'on a des villageois qui sont réunis. Il y a dans le lot un ou plusieurs loups-garous. Et en gros, le jeu de société de base va se passer en plusieurs nuits qui vont s'enchaîner, et à chaque nuit, les loups-garous vont pouvoir se reconnaître entre eux, parce qu'en fait, en gros, tout le monde ferme les yeux, les loups-garous ouvrent les yeux, ils voient qui est le loup-garou. Il y a d'autres villageois qui ont des pouvoirs, donc ils vont se réveiller chacun à leur tour, et à la fin de la nuit, on a un petit débat et on essaie de convaincre les autres de qui est le loup-garou. Donc en gros, les loups-garous essaient de convaincre que c'est quelqu'un d'autre. Les personnes qui ont pu éventuellement déceler qui était le loup-garou vont essayer de convaincre les villageois de voter contre le loup-garou. Et le but du jeu, donc, c'est de voter contre le loup-garou. Les loups-garous, eux, doivent faire en sorte que les villageois votent entre eux. Et donc ça pourrait être des parties qui seraient super longues sur un point jeu vidéo. Au lieu de ça, ici, on a une expérience qui est condensée en fait en une seule nuit, enfin en une seule journée. En fait, on est directement dans le conseil où on va débattre, et on a des pouvoirs. En fait, chacun a un pouvoir, enfin pas tous, on peut très bien tomber sur un villageois qui a 0 pouvoir, mais sinon tout le monde a un pouvoir qui va permettre de faire avancer un petit peu l'enquête. Par exemple, on a le limier, si jamais il se penche, donc ça va prendre en compte en fait la posture ou l'orientation du regard des joueurs, vu qu'on est sur VR. Et donc, par exemple, si jamais le limier se penche vers son camarade de gauche ou de droite, parce qu'on est tous en cercle autour d'un feu, il va pouvoir vérifier si oui ou non c'est un loup-garou, à condition que cette personne accepte de se pencher vers lui, sachant que les loups-garous ont le même pouvoir et qui vont pouvoir sentir aussi le rôle de la personne qui est à côté. Donc on va se méfier, on va accepter, on va pas accepter. Il y a d'autres personnes qui peuvent confirmer, par exemple, qu'il y a un limier dans la partie, ou alors carrément dire voilà, moi je vois le pouvoir de cette personne, c'est ça. Il y a des gens, il y a une sorte de devin qui peut, en plongeant son regard dans le feu, donc en baissant la tête, il va pouvoir deviner la présence d'un loup-garou. Il va pouvoir dire de sources sûres que cette personne est un loup-garou. Mais si jamais les loups-garous le voient et qu'ils votent tous les deux contre lui, la partie est perdue pour les villageois. Donc on a une expérience qui est vraiment beaucoup plus rapide. Ça va durer, je sais plus, je crois que c'est divisé en 2 ou 3 sabliers de 3 ou 4 minutes, un truc comme ça, donc ça va durer un peu moins d'1/4 d'heure une partie, et on retrouve quand même malgré tout toute l'ambiance, toutes les discussions, tout le débat qui fait le sel du jeu, quoi. Donc pour moi ça c'est une belle adaptation d'un jeu de société en jeu vidéo, parce que on tire vraiment parti des capacités de ce nouveau média, donc c'est-à-dire ici la VR avec la posture, l'orientation du regard, le fait de pouvoir se parler en direct, d'avoir une localisation des sons pour dire voilà, quand j'ai entendu quelqu'un parler, chuchoter quelque chose à quelqu'un d'autre, je sais que ça venait de ma gauche, par exemple. Et donc ça marche super bien. C'est un jeu où il y a à peu près 12 personnes qui jouent par semaine, mais quand on trouve des gens pour y jouer, alors il y a des groupes qui s'organisent, etc., sur Facebook, dans les groupes PlayStation, par exemple sur PS4,
Et on peut jouer aussi avec des gens sur PC. Enfin voilà, mais malgré ça, il y a vraiment très peu de gens qui y jouent. Mais sur le concept, en tout cas, c'est super intéressant. C'est très marrant. J'ai passé des nuits complètes à jouer à ce jeu il y a quelques années. Et je regrette pas du tout d'avoir, même si c'est difficile de trouver des joueurs, en fait, quand on en trouve, on s'éclate vraiment. C'est vraiment très très bien. Tu as joué, Jérém, du coup, à ce jeu-là dans ta vie, pas War of Within, mais je pense que tous les jeux dont vous allez parler dans ce sujet, c'est le seul auquel j'ai joué, ouais. J'ai joué justement chez Ultra Chili. Il m'avait invité un soir chez lui à tester la VR parce que je suis très très réfractaire à la VR. Il a plusieurs fois essayé de me convaincre d'investir, je sais plus, 300 €, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. À peu près, dans la VR, et il a voulu me convaincre avec ce jeu. C'est vrai que le jeu était plaisant. Bon, ça m'a pas convaincu de mettre 300 € dans une VR juste pour ce jeu, mais ouais, non, le jeu était sympa. J'aime bien les jeux de plateau ou les jeux de société. Et le jeu du loup-garou, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué en soirée. Et j'y ai retrouvé, c'est vrai, les sensations. Alors, arrête-moi, hein, Ultra Chili, si je dis une connerie. Il me semble que dans le jeu, on entend les joueurs chuchoter quand ils se penchent les uns sur les autres. Enfin, alors non, en fait. Si jamais les deux joueurs se penchent l'un vers l'autre, tu peux pas entendre ce qu'ils disent. Alors oui, mais tu entends un bruit de chuchotement ou quelque chose comme ça, un bruit de chuchotement, ouais, voilà. Donc tu sais qu'il y a des gens qui chuchotent. Donc il y a ce côté-là qui te donne vraiment l'impression de... Enfin, tu te sens vraiment pas seul, quoi. Là, pour le coup, la VR, l'immersion de la VR, elle aide vraiment beaucoup, quoi. Elle marche super bien. Et oui, puis t'as le micro qui est forcé, t'es obligé d'utiliser le micro. Enfin, oui, bien sûr. Oui, m'intéresse. Exactement. Mais ouais, non, c'est vraiment un bon jeu. Moi qui aime pas forcément justement les adaptations de jeux de société ou de plateau en jeux vidéo. C'est aussi pour ça que depuis tard je suis assez muet, c'est parce que j'y joue pas du tout sur console. Là pour le coup, c'était une bonne surprise, quoi. J'aurais pas pensé un jour m'amuser à un jeu comme ça sur console, quoi. Et alors, j'ai dit vite fait qu'il y avait peu de monde qui jouait. Il y a un petit côté commu sympa. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur une table où il y avait 2 personnes et on a attendu 2 heures et il y a personne d'autre qui est arrivé. Et du coup, on discute, tu vois, il y a à côté. Bon, alors forcément, comme toutes les communautés en ligne, il y a du drama. Oui. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle ça fait maintenant 1 ou 2 ans que j'y joue plus, parce que quand t'arrives et que t'entends parler de gens qui sont venus, mais il était venu hier soir et il a dit ça, machin, le truc était là, t'as l'impression de jouer au loup-garou mais en méta, tu vois. Et du coup, enfin, je me souviens d'un joueur qui est arrivé un jour et qui a eu c'était sa première partie et il savait vraiment pas comment jouer. Et du genre il a fait une connerie, genre il a révélé qu'il était le devin, je sais plus comment ça s'appelle. Et bref, du coup le loup-garou ont gagné. Et il y a quelqu'un qui lui dit mais t'es con, on t'avait dit de pas le faire, tout ça. Puis lui il s'est énervé en fait parce qu'on lui a dit, il y a quelqu'un qui lui a dit t'es con, du coup il s'est énervé et il a eu des mots un petit peu maladroits. Et résultat, ce joueur se voyait bannir de toutes les tables. Alors sachant que toutes les tables c'est de la table. Ouais, c'est un village de jeu, quoi. Oui, voilà. Et du coup il a créé d'autres comptes, il est revenu et les gens et à un moment donné j'ai dit mais arrêtez les gars, il s'est juste énervé 5 minutes, laissez-lui une chance, il a payé son jeu 30 balles, il veut pas y jouer. Enfin voilà, c'est pas Call of où tu t'insultes après toutes les 4 secondes. C'est ça. Et du coup, à l'époque où j'étais investi un petit peu dans le jeu, et j'explorais l'idée aussi d'y jouer un petit peu en anglais. Je m'étais inscrit. Il y a un subreddit pour trouver des joueurs sur la version américaine, enfin sur les serveurs américains. Et en fait, régulièrement c'était ça. Enfin, sur le subreddit, c'était le truc classique du il y a tel mec qui est venu, ne l'invitez plus, bannissez-le des parties parce qu'il a dit à machin qu'elle était grosse, qu'elle avait une voix de grosse. Enfin, ouais, ok, c'est pas gentil, c'est vrai. Mais ça prenait beaucoup, enfin ça prend une dimension qui était un petit peu voilà, c'est un petit peu toxique quand même. Donc je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. En tout cas, le principe du jeu est génial. C'est un principe qu'on a vu décliner aujourd'hui dans plein d'autres jeux comme Project Winter, Trauma ou Among Us, hein, même voilà, c'est Among Us qui fait carton depuis. On est sur le même principe, c'est-à-dire que t'as des gens qui sont là pour essayer de faire fonctionner le vaisseau et t'as un mec qui est là pour s'amuser, il faut deviner qui c'est. On est exactement sur le même principe de jeu. Donc je suis content que ces jeux se développent parce que c'est un principe que j'aime beaucoup. On avait joué un petit peu à Project Winter, Jérém, je crois.
Je sais plus si c'était avec toi. Il y avait joué avec notre ami Dorad. Attends, notre ami Dorad, Project Winter. Alors vous avez joué, mais oui, sans moi, ça, moi j'avais pas pu le prendre. Mais oui, je vois bien le jeu, mais j'avais pas pu le prendre. Enfin voilà, ces jeux se multiplient. Je trouve que c'est une bonne chose. J'aime beaucoup ce principe. Et je vais passer à un jeu qui va parler beaucoup plus à The Pulp et qui s'appelle Blood Bowl. Ouais. Alors Blood Bowl à la base c'est un jeu de plateau qui date de 1987, qui a été adapté pour la première fois en jeu vidéo en 2009. Il me semble que c'était la première adaptation, le Blood Bowl 1 de Cyanide. Peut-être qu'il y a eu d'autres adaptations plus ou moins pas officielles avant, mais j'ai joué quand j'étais encore à Montpellier ce jeu. Et Montpellier, j'en suis parti en 2006. Donc le premier Blood Bowl est beaucoup plus ancien que ça, quoi. Mais je me trompe peut-être. J'ai joué sur PC il y a très très longtemps, hein, mais peut-être que j'ai une connerie, c'est possible, ça m'arrive, ce sont des choses qui arrivent. On va vérifier en direct, mais effectivement, je vois Blood Bowl en 95, hein, la première adaptation. Ah, carrément. Ouais. Et Chaos League est sorti en 2004, en fait, qui est librement inspiré de Blood Bowl. D'accord. Ouais. Effectivement, la version, moi j'ai joué à cette première version, du coup, je crois que c'était la Chaos League parce que, et voilà, avant, c'était un jeu qui ne correspondait pas véritablement au jeu de plateau dans ses mécaniques de gameplay. C'est-à-dire que, du coup, c'était très particulier, ça restait du Blood Bowl, mais voilà, il n'y avait pas ce côté entre guillemets tactical où tu jouais nombre de cases, etc. C'était beaucoup plus action en fait. Dans mes souvenirs, hein, j'avais. D'accord. Ouais. Donc okay, voilà. Mais effectivement, la version 2009, effectivement, c'est le vrai jeu qui sort en fait. C'est le vrai jeu de Blood Bowl, ouais. Du coup, Cyanide, qui est un studio parisien, donc Cocorico. Alors, Blood Bowl, en fait, voilà. J'ai un peu contredire ce que j'ai dit juste avant, mais Blood Bowl, le simple fait de pouvoir jouer en ligne, c'est un vrai avantage qui va au-delà du pratique, parce que trouver un autre joueur de Blood Bowl dans la nature, c'est compliqué. Ouais. C'est pas un jeu qu'on peut expliquer en 5 minutes. C'est pas un jeu qu'on peut lancer pendant une soirée parce que c'est du 1 contre 1 et c'est des parties qui durent longtemps, qui durent entre 1 à 3 heures. Donc c'est un truc, il faut avoir soit des amis qui y jouent et à ce moment-là tu es très chanceux, ou alors sinon ils jouent en ligne, c'est absolument indispensable, quoi. Tu nous expliques un petit peu le principe, The Pool? Oui, alors effectivement, c'est très inspiré du football américain, hein, et c'est basé sur l'univers de Warhammer, donc les spécialistes du jeu de rôle ou du jeu avec les figurines, du coup s'y retrouveront aisément dans les références notamment, et en fait ça se joue comme du football américain avec deux principes, c'est quand même de fracasser, taper l'adversaire et poser des questions ensuite. Mais on a quand même tout le système classique de passe, etc. Et ça se joue en gros entre deux catégories, les bâches, ceux qui tapent, et les agiles, ceux qui font des esquives et qui se balancent des longues bombes qui traversent tout le terrain pour aller marquer des touchdowns ou des esquives. Parfois ramasser la balle. Ouais. Voilà. Mais pas toujours. En gros, si tu as une équipe de morts-vivants, ça devient très compliqué. Et effectivement, si tu as un elfe, ouais, du coup, c'est pas la même en fait. Mais après, tes armures elles tiennent pas. Moi, je joue par exemple beaucoup les Amazones, et en gros, elles ont très très peu d'armure. Mais par contre, elles ont esquive. Donc voilà, ça compense en fait. Du coup, c'est plus facile pour échapper aux adversaires dans les blocages. C'est plus facile. Donc le but du jeu c'est quand même de marquer des touchdowns, mais si tu élimines l'équipe, ça devient beaucoup plus facile. Moi, j'ai déjà fini des matchs où j'ai plus qu'une Amazone sur le terrain. Et tu prends beaucoup plus d'XP aussi. Voilà. Et tous les personnages ont des stats. Donc selon leur position sur le terrain, ils vont avoir des stats qui vont être plus ou moins offensives, ou au contraire de l'agilité, qui vont permettre de ramasser les balles, de faire des passes et esquiver. Donc c'est le nombre de cases qu'ils peuvent parcourir, de la force, c'est le nombre de cases qu'ils peuvent avoir en comparaison. C'est du case par case, hein, le terrain est divisé en cases. On a
ils ont aussi des habilités spéciales qui vont varier. Et en gros, chaque équipe, chaque race, en fait, va être plus ou moins orientée dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, les nains sont indestructibles. Ah oui, c'est celui qui arrive à sortir toute une équipe de nains, il n'est pas encore né. Et d'ailleurs, mon prochain match, ça sera contre des nains. Avec mes pops Amazon, je prends déjà peur. Mais voilà, du coup, effectivement, c'est un jeu qui propose des variations tactiques assez incroyables. Sauf que, effectivement, je crois que j'en ai déjà parlé. Le jeu est cheaté, quoi. Enfin, effectivement, ils ont décidé de cheater le jeu. Ils ont mis ça sous le couvert du dieu NFL, qui chapeaute le dieu de l'aléatoire, quoi. Mais du coup, c'est cheaté. Des elfes qui ratent des esquives 2 ou plus 10 fois par match, ce n'est pas possible. Eh ben, le jeu, il te le fait. Donc, on a l'impression que les lancers de dés sont un petit peu pétés, ouais. Et c'est assez incroyable, et c'est, je dirais, le seul défaut du jeu, parce que au final, on joue par contre avec cette frustration, mais j'ai gagné des matchs que je devais pas gagner, et j'ai perdu des matchs que j'aurais dû gagner à cause des dés, qui sont un problème, qui sont vraiment un problème. On perd énormément en stratégie, du coup, parce qu'en fait, l'aléatoire a vraiment une part vraiment trop importante dans le jeu pour que ce soit... Et qu'on n'aurait pas dans la situation réelle, parce que j'ai joué à la première version de Blood Bowl, j'ai joué aussi à la V2, donc je suis vraiment un très très vieux joueur de Blood Bowl plateau. À l'époque, il n'y avait même pas les figurines. Et cet aléatoire-là, effectivement, il n'existe pas dans la vraie vie. Ça marche pas pareil. On avait la chance d'avoir les copains voisins, on avait tous une équipe, donc du coup, on faisait vraiment des tournois, on avait fait quasiment une ligue. Mais effectivement, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Voilà. Alors peut-être que ça va revenir, parce que là on a un nouveau Blood Bowl qui sort cet été, donc le Blood Bowl 3. Ouais, qui est sorti en jeu de plateau là déjà, ça y est. D'accord. Il est sorti en plateau, ouais. Je suis pas sûr à 100%, je mettrai pas ma main coupée, mais voilà. Mais effectivement, le jeu vidéo est très attendu, en tout cas. Et comme le jeu de société est le meilleur ami du confinement, peut-être qu'on va avoir des Blood Bowlers qui vont naître parmi nos connaissances, et qu'on va pouvoir faire des vraies parties de Blood Bowl en présentiel. C'est rigolo. Et alors, moi, je suis très content parce que le Blood Bowl 3, il va sortir aussi sur Switch. Voilà. Et, a priori, Cyanide aurait confirmé du cross-platform entre toutes les plateformes. Donc, c'est-à-dire PC, PlayStation, PS4, Xbox One, Switch, enfin voilà. Ça pourrait être vraiment, vraiment super. Je fais une petite dédicace à la LVM, encore une fois, à la Ligue du Vieux Monde. Effectivement, il y a un aspect communautaire qui est absolument incroyable dans ce jeu aussi. C'est, du coup, il y a une super ambiance. Effectivement, c'est des joueurs qui ont à peu près nos âges, ouais, ça va de la trentaine à la cinquantaine, en gros, quoi. Et franchement, il y a beaucoup moins de drama queen, drama queen, en fait. Effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des petits écharpements sur le chat du PSN, mais sur le forum. Mais du coup, voilà, ça s'organise de manière très très fluide. On rigole ensemble. Si on pouvait boire des bières ensemble, on le ferait, quoi. Donc il y a vraiment un très très bon esprit, notamment chez la LVM, chez qui je joue depuis 3 saisons, la 4e. Ouais, c'est un jeu qui apporte une vraie plus-value sur l'aspect jeu vidéo, parce que pour avoir vécu les deux depuis très longtemps, c'est un vrai régal de jouer à ce jeu malgré l'aléatoire, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'en dehors de ça, t'as un vrai habillage, t'as des scènes d'intro, t'as des commentaires qui peuvent être saoulants parce que les mêmes commentaires reviennent assez souvent, mais qui sont quand même sympas. T'as un mode campagne. T'as la résolution de tes lancers qui est détaillée dans une fenêtre. Enfin, je veux dire, voilà, t'as plein de t'as un certain confort par rapport à une version plateau. Et puis voilà, c'est très plaisant. Alors, c'est pas le plus beau jeu du monde, mais malgré ça, il subit quelques ralentissements assez régulièrement. Enfin, je sais pas si ça arrive encore, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, moi. Non, il y a plus vraiment de problème de ce niveau-là, de cet endroit-là. D'accord. Ouais. Bon, après, voilà, le jeu a 6 ans, donc j'espère que ça a été corrigé depuis. Donc, le dernier en date, donc le 2 a 6 ans. Le 2, effectivement, depuis tout à l'heure, plus particulièrement.
Et donc, ouais, du coup, j'attends avec impatience Blood Bowl 3. Et alors, même si je t'avais promis qu'on ferait des parties sur Blood Bowl 2, je me suis jamais remis. Mais sur le Blood Bowl 3, pardon, je t'attends avec impatience. On va se faire ça. Et promis, hein, je vous en ai parlé off. Je me dis que très bien que je Twitch un match de Blood Bowl pour faire découvrir un petit peu le jeu à nos éditeurs et nos auditrices. Ouais, carrément. Ouais, ça pourrait être très très chouette. Ouais. Ouais, surtout que c'est un jeu qui est malgré tout assez peu connu, en dehors des gens qui ont entendu parler un jour du jeu de plateau, quoi. Ou alors des fans de Warhammer. D'ailleurs, en parlant de ça, enfin, c'est clairement pas Blood Bowl, c'est clairement pas le seul jeu Warhammer à avoir été adapté en jeu vidéo, hein. Il y en a eu plein. Il y a notamment Shadespire, Special Tactics, il y a Mordheim qui était sympa. LM joue beaucoup à Mordheim aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui font des campagnes, enfin des trucs en commun aussi sur Mordheim. Ouais. Voilà, et c'est des jeux qui vont plus ou moins du coup calquer le jeu d'origine. Il y en a qui vont carrément présenter le plateau, les cartes, d'autres qui vont avoir un environnement 3D, notamment Mordheim où tu te déplaces un petit peu librement. Et ne serait-ce que le simple fait d'avoir sur ces jeux de pouvoir y jouer en solo quand on veut, sans avoir à transporter sa caisse de figurines chez un pote, c'est très cool aussi. Ouais, carrément. Il y a aussi, je tenais un peu c'est moi le frangin qui me l'a rappelé, et puis en plus j'ai mon pote Ram qui donc je ferai la première dédicace parce que ce sera pas la seule de la soirée pour lui. Du coup, effectivement, qui était le localisateur sur Necromunda en fait, et qui apparemment était un très bon jeu malgré ses défauts, qui est sorti cette année, je crois, enfin l'année dernière, du coup en milieu d'année dernière, qui est un peu la dernière adaptation du jeu de plateau. Et qui était, pour le coup, ils ont mis vraiment beaucoup dedans, en fait, d'argent, en fait, mais je pense qu'il était très, très attendu aussi, comme jeu. Mais j'ai pas encore essayé, mais ça me chauffe bien, le jour où il sera un petit peu moins cher, quoi. Tu nous en parleras à cette occasion. Voilà, j'avais envie de parler d'un dernier truc dans cette partie de jeux qui apporte un petit truc en plus, hein, dans leur version jeu vidéo. Vite fait, parce qu'on peut pas, même si c'est pas vraiment du jeu de plateau, on est plus sur du RPG. Les adaptations de Dungeons and Dragons, il y en a eu des milliards, donc on pouvait pas ne pas en parler. Que ça soit Neverwinter Nights, Baldur's Gate, Planescape Torment, voilà, on a le choix. D'ailleurs là on attend Baldur's Gate 3 et Dungeons and Dragons and Dragons Dark Alliance. Mais généralement ces jeux vont tomber très très loin du jeu d'origine parce que même si on a du RPG en jeu vidéo, le RPG en jeu vidéo et le RPG sur table, c'est très différent par principe, quoi, ne serait-ce que par les contraintes apportées par le jeu vidéo. Et là, j'y mettrais un tout petit, mais vraiment tout petit. Après, ça m'a marqué parce que du coup, bizarrement, je jouais à pas mal de jeux de rôle, mais j'ai jamais joué à Donjons et Dragons vraiment. En fait, jamais fait de campagne. Et en fait, j'ai appris au moment où je jouais à Baldur's Gate, notamment le 2. En fait, ça reprend exactement certaines règles de combat en fait. C'est-à-dire toute la mécanique en fait de compétences, de stats de base, c'est-à-dire la force, l'agilité, le charisme, etc. En fait, tout le système de règles est basé sur Donjons et Dragons. Le G pour G, c'est le même. Les G de dés, en fait, c'est les mêmes. C'est une adaptation de ce point de vue-là qui est absolument extraordinaire parce qu'elle reprend les mêmes règles. Après, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est foncièrement très différent en termes d'approche. Mais je trouvais que c'est assez extraordinaire qu'ils arrivent à adapter, en fait, entre guillemets, la mécanique de game, une certaine partie de la mécanique de gameplay, en fait, du jeu de rôle de base, quoi. Mais voilà, mais tu peux pas dire, je ramasse une pièce par terre, je la jette dans l'œil de mon adversaire et enfin tu vois ce que je veux dire, tu peux pas improviser. C'est pas limité, mais c'est simplement d'avoir repris entre guillemets le système ne serait-ce que de dés. En fait, c'est juste déjà assez extraordinaire de mon point de vue. Mais effectivement, on est vraiment dans deux choses très très différentes. Voilà. Sauf que il y a un jeu, alors du coup c'est pas une adaptation, mais juste je voulais en parler quand même. Il y a un jeu qui essaye de faire ça. C'est-à-dire c'est un jeu où tu as une liberté totale et c'est l'ordinateur, enfin c'est le jeu qui fait le maître de jeu, qui s'appelle AI Dungeons, qui est sorti fin de 2019, un truc comme ça. Je sais pas si vous l'avez vu passer celui-là.
J'avais dû poster un ou deux screens quand il était en bêta, je crois. Alors, en gros, t'arrives dans un jeu, tu choisis un prompt de base, qui est genre, je sais pas, je suis un chevalier qui doit aller délivrer une princesse. Et donc là, ça te met dans un setting qui dit, vous êtes un chevalier qui doit aller délivrer une princesse, devant vous, il y a, je sais pas, un marchand. Et en fait, bah, tu tapes ton texte, et le jeu va continuer le scénario en fonction de ce que tu as tapé. Donc là, tu peux te permettre de faire vraiment ce que tu veux, comme dans un RPG. C'est-à-dire, tu peux vraiment dire, comme dans un jeu de rôle, en réel, quoi. Tu peux te tenter, dire, bon, bah, le marchand, je sais pas, je le pousse dans la boue, je vole son sac, par exemple. Et le jeu va réagir en fonction de ça, en fonction de ce que tu vas dire, et va te faire une résolution de ça. Ouais. Alors, je me suis pas renseigné plus que ça sur la façon dont c'est généré, s'il y avait des scripts, s'il y avait des endroits où c'était scripté ou pas. Mais il s'est passé un truc. C'est qu'à un moment donné, on m'a dit, il faut aller tuer un dragon. Et pour tuer le dragon, donc je me suis renseigné au sorcier du village, il m'a dit, ah, mais il te faut une arme légendaire. Du coup, j'ai dit, où est-ce que je peux aller trouver une arme légendaire? Il m'a dit, il va voir un nain. Du coup, je me suis dirigé vers la taverne la plus proche, en disant, allez à la taverne, tout simplement. Je suis rentré à la taverne et j'ai mis chercher un nain, et j'ai trouvé un nain. Donc je suis parti lui parler. Je lui ai dit, est-ce que tu sais, Fabrice, est-ce que tu as une arme légendaire? Il m'a dit oui. Et il m'a dit, est-ce que tu veux la voir? Et là j'ai dit, bah oui. Et là le nain a baissé son pantalon et m'a dit, mon arme légendaire est ici entre mes jambes, avant de se rasseoir et de finir sa bière. Donc j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Ça m'a pas fait avancer dans l'histoire. Là, effectivement, c'est tellement... C'était extraordinaire. Alors, ça, c'est les moments où ça marche bien. Après, alors, moi, j'ai essayé, il était en bêta, le jeu, c'était il y a 2 ans. Et, je sais pas ce que ça donne aujourd'hui, mais très facilement, en fait, on se retrouvait coincé dans des boucles de dialogue où, quoi que tu répondes, tu te retrouvais toujours au début du dialogue et ça tournait en boucle, en fait. Ça, ou alors complètement l'inverse, c'est-à-dire, tu te retrouvais dans une autre aventure. C'est-à-dire, par exemple, ma mission, c'était d'aller sauver une fille dans la forêt. Et là, je croise un gars random, quoi. Puis du coup, je lui parle parce que bon, bah, je croise quelqu'un. Ça me dit, sur votre chemin, vous croisez un marchand. Et là, je lui dis bonjour. Et là, lui, il me dit, bah, si tu veux, je te donne de l'or si tu tues un dragon. Du coup, moi, je lui dis, bah non, j'ai déjà une mission, je dois aller sauver une fille dans la forêt. Et là, il me dit, cette fille est morte, ta mission est terminée, viens m'aider à tuer le dragon. Et là, donc, tu pars dans ton aventure, c'est d'aller tuer un dragon. Donc voilà, alors, il existe une version gratuite, donc testez-le, parce que même moi, j'y ai repensé hier à ce jeu, en fait. Donc, je vais le retester parce que j'ai envie de voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Et ne serait-ce que, voilà, il y a une version gratuite, donc ça coûte rien d'essayer. Et ça peut être très rigolo, quoi. Je crois que la version payante, ça rajoute des features de personnalisation. Tu peux choisir de définir un peu mieux ton scénario de base, ce genre de choses. Et t'as aussi du speech to text, donc c'est-à-dire que tu peux parler à ton ça joue sur ordinateur ou sur téléphone, donc tu peux parler à ton téléphone et ça écrit le texte directement. Donc ça peut être sympa. De mémoire, c'est uniquement en anglais par contre. Ok. Voilà. Donc voilà qui conclut ma partie, non pas sur les jeux adaptés en jeux vidéo, mais sur la partie des jeux vidéo, des adaptations en jeux vidéo qui apportent un petit plus. Et je voudrais juste passer très rapidement sur les jeux qui sont complètement originaux, mais qui prennent la forme d'un jeu de plateau, en fait, enfin d'un jeu de société. Très rapidement, alors. Pardon ? Alors très rapidement. Très rapidement. On a des jeux par exemple comme, je sais pas, le Gwent. Vous avez joué au Gwent, j'imagine, dans The Witcher. Ouais, effectivement. Et là, aujourd'hui, il existe une version standalone. Je sais pas si vous l'avez testé. Non. Non, enfin, moi j'ai joué effectivement à la version, mais c'est pas tout à fait le même jeu en fait. Ah, parce que justement, j'allais vous poser la question. C'est pas tout à fait le même jeu. C'est un autre jeu qui est beaucoup plus complet d'une certaine manière. Mais j'avoue, pour avoir essayé pas mal de parties, j'en ai fait une dizaine. Après, c'est du coup juste à peine de quoi découvrir le jeu. Bah, je préférais la version dans The Witcher 3 en fait, la simplicité de cette version-là. En fait. Après, le jeu est très bien. Franchement, pour le peu que j'ai joué, c'est un très très bon card game, quoi. Ok. Dans le même style, il y avait le Tetramaster de Final Fantasy. Alors, le jeu a différentes variations et différents noms selon les jeux. Je crois qu'il y avait un équivalent dans le 8 déjà et dans le 9. Moi, j'avais joué en fait, en gros, c'est avec la version avec le FF11 qui était donc en ligne. On avait à côté du jeu, en fait, une version standalone du Tetramaster qui était jouable en ligne. Et je pense que j'ai passé plus de temps à jouer au Tetramaster qu'à jouer à FF11, en fait.
Parce que c'est vraiment bien. Donc, je sais pas si vous vous souvenez le principe. On pose des cartes, elles ont des flèches qui peuvent faire des dégâts là où ça pointe. Il y a des chiffres, il y a des stats de magie, des stats d'attaque physique. Et en gros, l'idée c'est de retourner toutes les cartes de son adversaire sur la table. Voilà. Ok. Donc ouais, il y a ce genre de truc classique. Il y a un jeu que j'adore, auquel j'ai pas trop eu l'occasion de jouer. Je l'ai ce jeu, mais il me faut des gens et j'ai rarement des gens qui sont motivés pour y jouer. Qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. C'est un jeu qui date de 2015, qui avait été présenté à l'Independent Game Festival de 2015, qui avait raflé la mention honorable dans la catégorie Excellence in Game Design. En gros, l'idée c'est vous êtes un démineur. Vous devez déminer, vous devez arrêter une bombe en fait. Et alors ça se joue soit sur écran, soit ça existe aussi sur mobile, soit mais ça existe aussi en VR. Moi j'ai la version du coup en VR sur PS4. Et en gros, il y a que le démineur qui voit la bombe. Et les autres joueurs en fait, ils ont soit en version papier ou en version électronique des manuels de désamorçage, de déminage. Et en gros, il y a un échange qui se fait entre les joueurs où le joueur qui a la bombe, il doit essayer de décrire la bombe pour dire, par exemple, je sais pas, moi, il y a un cadran qui décompte les secondes, il est relié à un fil rouge, il y a un fil vert aussi, sur le côté j'ai un pavé numérique, 2 batteries et 3 potards. Et les joueurs, du coup, ils cherchent dans leur manuel à quels engins explosifs ça pourrait correspondre, un cadran sur lequel il y a un fil rouge, un fil vert. Une fois qu'il y en a un qui a trouvé dans son manuel, là, il y a un fil rouge, un fil vert, un cadran, ça a l'air de ressembler, par exemple, il va dire, là, je vois que si jamais je coupe le fil rouge, sur l'une des deux possibilités, ça va rien faire. Sur l'autre, par contre, ça va accélérer le décompte. Donc, il y a les autres joueurs qui vont chercher pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire dans l'étape suivante si jamais ça accélère le décompte. Et donc, il y a un échange comme ça c'est entièrement, c'est 100% coopératif, 100% social, et on a un vrai feeling de jeu de société parce que c'est des gens qui jouent ensemble, quoi. Tu peux vraiment pas y jouer seul à ce jeu. Ok, ça a l'air sympa quand même. C'est très très sympa. Je sais plus si je te l'avais montré, Jérém. Tu m'en avais parlé, ouais, tu m'as montré quelques captures ou des vidéos, je sais plus, ouais. Je vous inviterai à y jouer chez moi, le jour où la crise du Covid sera passée, c'est-à-dire vers 2026. Ah, 2026, ouais. J'en ai encore 2 petits là-dedans, vite fait. J'ai Rainet Access Battlers. Alors ça, c'est un petit peu un cas à part, parce qu'en fait, c'est un jeu de plateau fictif dans l'univers de Steins Gate. Et donc on apprend quelques détails du fonctionnement de ce jeu au fil de l'aventure, sans jamais vraiment savoir entièrement comment ça fonctionne, à moins de vraiment s'accrocher sur les détails et de vraiment pousser à retenir tout ce qu'ils expliquent, parce qu'ils en parlent très souvent de ce jeu. C'est un jeu qui a une petite importance dans le scénario à certains moments. Et en fait, il y a un fan qui s'appelle Vito Ferrulli, qui a entrepris de consolider les informations dont on dispose pour en créer une version jouable gratuitement en ligne. Donc là, si vous allez sur Rainet Digital, vous pouvez jouer à Rainet Access Battlers, qui est un jeu qui n'existe pas dans la réalité, qui est un jeu qui existe dans Steins Gate. Et je trouvais ça assez cool. En tout cas, force à lui pour avoir tenté l'expérience, parce que ne serait-ce que pour consolider les informations qu'on a sur le jeu, c'est déjà un travail. Et ensuite, derrière, faire le jeu, c'est évidemment un autre travail. Et un autre jeu, c'est un jeu qui, du coup, là, qui n'est pas une adaptation, qui s'appelle Dangerous High School Girls in Trouble. C'est un jeu qui date de 2008 et qui reprend en fait complètement l'esthétique d'un jeu de plateau, enfin plus précisément d'un parlor game des années 20. On a des cartes, on a des pions, on a des dés, on a une piste, on a des personnages, voilà. Et en gros, on vit ces aventures, mais à la manière d'un jeu. Donc on va faire des lancers de dés, on va visiter des salles sur un plateau. Et je voulais juste en parler parce que ce jeu, en fait, ça reprend complètement l'esthétique d'un jeu de plateau, mais c'est un jeu qui serait pas physiquement possible à produire, en fait. C'est un jeu qui coûterait 3 millions d'euros au ratio prix-poids d'un jeu de plateau. Ça coûterait très cher parce que c'est un jeu qui est très complet, qui va assez loin. Et je me disais que c'était peut-être le jeu qui pourrait faire la transition, parce que là, je suis en train de vous dire, ça aurait été pas possible de l'adapter en jeu de plateau, mais on va voir que il suffit parfois d'un peu d'imagination pour arriver à retranscrire l'ambiance d'un jeu et les systèmes d'un jeu, même si on n'y colle pas à 100%, et on va donc pouvoir passer aux jeux vidéo adaptés en jeu de plateau. Mais avant ça, parce que j'aime bien faire traîner les choses, j'ai envie de vous poser une question. Et cette question est la suivante. Quel jeu de plateau vous aimeriez voir adapté en jeu vidéo? T'as une idée, Jérém, ou pas? Je pense que j'ai à moitié répondu tout à l'heure, le peu de fois où j'ai parlé, quand j'ai dit que j'aimais pas les jeux de plateau en jeu vidéo.
Du coup, rien du tout? Non. D'accord. The Pool? Alors moi, il y en a un qui existe déjà, avec qui je jouais avec mon pote Dave et Ram notamment, et Will. On jouait à Gloomhaven, qui est un très 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 bon jeu, un très très bon dungeon crawler, où en gros tu incarnes 4 mercenaires qui s'allient entre guillemets pour aller piller, accomplir des quêtes, et c'est un jeu en fait qui est véritablement à la stature d'une campagne monstrueuse de jeux vidéo. En gros, tu as une visite de plus d'une centaine de lieux, enfin tu as presque 100 scénarios possibles en fait, et en fonction de tes choix dans la quête, tu peux faire certains types de scénarios et ça ouvre des portes. Enfin, du coup, c'est un jeu aussi qui n'est pas rejouable. D'accord, c'est un jeu. Voilà, Legacy. Legacy, ouais. Ouais, voilà. Du coup, à chaque fois que tu fais quelque chose, à un moment donné, le jeu va te demander de déchirer cette carte. Tu vas prendre, tu vas déchirer la carte, quoi. Donc c'est assez violent. Et c'est un jeu où en fait où c'est coopération, mais en gros celui qui pille le trésor, il le garde pour lui, quoi. Et donc il y a un côté à la fois coopératif et à la fois entre guillemets très légère compétition. Et c'est un jeu qui a été adapté il y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti l'année dernière sur PC. Et j'aimerais bien l'essayer, mais apparemment c'est quand même une copie véritablement du jeu. Ouais. Et je pense que c'est très intéressant de le jouer, surtout que c'est compliqué, voilà, pour c'est actuel de jouer avec les copains. Mais pour le coup, c'est un très très bon jeu. Donc ça, c'est effectivement spontanément celui qui m'est arrivé. Et celui que j'ai joué du coup avec toujours avec Ram, mais dans un autre cercle, on va dire. C'est un jeu qui était aussi à la base accessible que par le crowdfunding et qui se revend sous le manteau aux alentours de 1 000 €, qui s'appelle Kingdom Death Monster et qui est un jeu de niche assez incroyable où en fait tu mélanges à la fois la gestion d'une colonie et une chasse aux monstres. Et les deux aspects du jeu sont méga flippants, l'univers est absolument sordide, enfin c'est quelque chose d'assez assez extraordinaire. En plus c'est un jeu qu'on a fait en anglais. Donc du coup chaque mot a son importance et ça donne des combats en fait type Shadow of Colossus en fait. Un combat des monstres en fait avec grosso modo une épée en fer rouillé face à des créatures qui pour le premier qui a un lion démesuré par rapport à soi. Et c'est un jeu assez extraordinaire en fait. Et je me dis qu'en jeu vidéo ça pourrait être un jeu qui est un petit peu à la manière d'un XCOM, quoi. C'est-à-dire que du coup tu as une partie gestion et une partie combat, on va dire chasse, et qui serait vraiment en termes d'adaptation assez incroyable. Ouais, donc voilà, tapez Kingdom Death Monster pour voir un peu qu'est-ce que c'est ce jeu de fou. En fait, c'est un jeu de fou et un jeu un peu dérangeant aussi, véritablement. Ouais, ça donne très très envie. Et du coup, c'est rigolo, tu parlais de jeux en legacy, parce que donc voilà, les jeux en legacy, c'est des jeux où on va altérer le set du jeu, et très souvent, le jeu ne sera plus jouable derrière, ou alors simplement des jeux qui perdent complètement leur intérêt une fois qu'on a fini la campagne. Et c'est vrai qu'en jeu vidéo, ça permettrait d'ajouter d'autres campagnes, d'autres scénarios, de prolonger vraiment la durée du jeu en gardant un principe qui aurait été testé et approuvé dans une version de plateau, quoi. Mais après, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied de la part d'un éditeur de jeu, de se dire là j'ai le choix entre vendre un jeu à 76 € et je sais que je vais pas en vendre beaucoup, ou alors faire un jeu que je vais vendre 40 € derrière, et je sais, tu vois ce que je veux dire, économiquement il y a quand même un coût de développement et la production par rapport à du jeu vidéo par rapport au jeu de plateau Legacy, c'est qu'un jeu comme Gloomhaven, effectivement, rien ne t'empêche de créer une nouvelle partie. Enfin, j'imagine que ça marche comme ça. Il est pas Legacy du coup le jeu vidéo. Tu n'altères pas le jeu vidéo en une fois. Ouais. Il y a de très rares exceptions. Et effectivement, du coup, tu as toujours la possibilité d'explorer. Et là, il y a une vraie rejouabilité d'explorer les pans du scénario que tu n'as pas choisi. Et c'est le seul avantage, je dirais, pour moi, de jouer à Gloomhaven, au-delà du fait de jouer solo, c'est-à-dire de pouvoir découvrir, même si le plaisir du jeu, ça quand même à plusieurs, c'est véritablement cette rejouabilité que n'a pas le jeu
sur la version plateau, quoi. Donc c'est vraiment la plus-value qu'apporte le jeu vidéo, c'est-à-dire que en fait, un jeu vidéo, tu relances une partie, il y a peu de jeux au final qui sont vraiment, en tout cas de ce type-là, qui sont pas rejouables en fait. Ouais. Bah oui. Alors, là, tu peux aller détruire l'objet qui te permet d'accéder à la dimension démoniaque au lieu au contraire, d'aller réveiller le démon, quoi. En fait, tu vois, tu peux détruire le démon au lieu de le réveiller, et ça a des conséquences sur le scénario de manière très très importante. Voilà. Un petit exemple, et je pense que ça dépend effectivement des jeux, mais en tout cas pour Gloomhaven, qui est un jeu qui ressemblait beaucoup à sa version plateau, quoi. Bah là, il y a une vraie plus-value à se dire, tu refais le jeu, je me refais des parties, je me refais des donjons, mais c'est pas les mêmes, et c'est ceux que j'ai pas fait, c'est ceux que j'ai pas choisis. Il y a des conséquences différentes, quoi. Du coup, on a une vraie arborescence qui peut être différente. Effectivement, ouais, il peut y avoir effectivement un intérêt là-dedans. Alors moi, vite fait, juste le jeu que j'aimerais bien voir adapté, en fait, c'est un jeu qui a déjà été adapté, qui s'appelle Pandémie en français, pardon. Et simplement, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait une meilleure adaptation, parce que là, on a une adaptation qui va vraiment coller au jeu, qui va vraiment représenter le jeu de plateau. Et j'aimerais bien un autre truc qui reste sur le principe, qui reprenne le même principe de coop, mais simplement qui soit un petit peu, qui ait un petit habillage, quelque chose qui viendrait apporter un petit plus, parce que c'est un jeu qui est vraiment très cool sur plateau, et j'aimerais bien y jouer sur console, sur PC. Sauf que là, ça donne pas spécialement envie. J'ai joué un petit peu sur Xbox il y a quelques semaines, et ça m'a pas plus touché que ça, quoi. D'accord. Donc voilà, là, je pense qu'on va pouvoir passer à notre deuxième grosse partie, qui va être forcément beaucoup plus condensée, parce que c'est quelque chose qui arrive moins souvent, même si c'est la tendance un petit peu montante en ce moment. On l'a vu sur les Kickstarter, etc., qui est du coup l'adaptation de jeux vidéo en jeu de plateau. Et du coup, je vais te laisser la parole, The Pulp, parce que toi, tu as eu la chance de jouer à quelques-uns de ces jeux, dont il me semble Dark Souls. Oui, alors effectivement, ça va être un peu comme on le disait Jérém en off. C'est vrai que c'est difficile de parler d'un jeu de plateau adapté d'un jeu vidéo si on n'y a pas joué. Pour le coup, il y a pas mal d'exemples que tu nous diras ensuite, hein, mais à part le Teriyaki le ramen, dont je parlerai un petit peu. J'ai fait 2 parties, notamment toujours avec ce pote Ram. Du coup, il m'a fait découvrir Dark Souls, étant un grand fan de Dark Souls lui aussi. Du coup, j'ai joué une fois, et j'avoue, j'ai regardé un petit peu une vidéo pour me rappeler un petit peu comment ça fonctionnait, parce que c'est un jeu très très particulier. C'est un jeu très particulier où on reprend quand même d'ailleurs, c'est un peu le principe, je pense, des adaptations de jeux de plateau tirés d'un jeu vidéo. Ça reprend les éléments du jeu, sauf qu'effectivement, on est obligé d'épurer par certains côtés, c'est-à-dire que on n'a plus que 4 caractéristiques de base, c'est-à-dire la force, la dextérité, l'intelligence et la foi, correspondent quand même aux choses les plus ou moins importantes dans le jeu. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, et qui reprend, on va dire, les classes du jeu, c'est-à-dire que du coup, on peut être guerrier, pyromane, prêtre. Du coup, c'est avec les compétences, donc on reprend un peu, on va dire, tous les aspects du jeu classique. Et au début du jeu, du coup, on choisit une classe. On choisit aussi un équipement de base, des stats. Et le jeu essaie de retranscrire d'une manière assez intéressante la barre de vie, la barre d'endurance, qui est quand même un des concepts clés notamment la barre d'endurance de Dark Souls, en les mélangeant, en fait. C'est-à-dire que du coup, on a une barre qui est symbolisée par des petits cubes. Et en gros, pendant les combats, quand tu prends des coups, tu prends des cubes rouges, mais tu les mets à la fin, ta barre de vie. Et quand tu fais quelque chose, une action, etc., ça te demande d'utiliser de l'endurance, tu mets des carrés noirs. Et quand les deux se rejoignent, tu crèves. Ah ouais. Donc c'est un jeu qui est dur. En même temps, c'est Dark Souls en même temps. On s'attendait pas à moins que ça, quoi. Ouais, voilà. À chaque tour, bien sûr, tu récupères un petit peu d'endurance, mais tu es blessé. Tu as bien sûr les fioles d'Essus qui te permettent de reprendre un peu de vie. Et c'est un jeu qui est dur, voilà. Donc, tu commences dans la zone de départ avec un équipement, tu un peu l'imagines à la manière de Nexus, c'est-à-dire dans Demon's Souls, c'est-à-dire tu peux améliorer ton stuff, t'upgrader, t'améliorer tes compétences avec des âmes que tu récupères grâce au combat, ça j'y reviendrai très rapidement ensuite.
Et en gros, au lieu d'avoir, voilà, tu gagnes plus en force, etc. Tout le système de jeu fait que, par exemple, si t'es un guerrier, tu vas avoir très rapidement une compétence de base en force très forte, et ensuite tu vas monter très rapidement selon les forces et les faiblesses des classes. Et les équipements que tu peux avoir ou les sorts que tu peux lancer sont liés effectivement de manière analogue aux jeux vidéo, c'est-à-dire que tu peux porter une épée à deux mains que si tu as 30 en force par exemple, alors que voilà, un pyromane pourra pas le faire. Mais il pourra lancer le sort de feu parce qu'il aura 28 en intelligence. Donc tout ça, il est très bien équilibré, c'est très très cohérent. Et en fait, ce qui est génial dans le jeu, en fait, c'est l'aspect coopératif. Hein. Le jeu se joue très très bien tout seul et autant kiffant qu'à plusieurs. Mais on l'avait joué à deux du coup, en fait, quand tu vas buter un ennemi, tu vas décider qui va récupérer les âmes. D'accord. Pouvoir te dire là stratégiquement moi je suis à deux pas de monter mon truc en force, ce qui me permettrait d'avoir telle arme. En plus les armes sont aléatoires, en fait c'est un espèce de marché, donc du coup t'as pas ce que tu veux en fait, donc tu te dis là ça serait bien que telle arme elle tombe pour le guerrier, donc vite là s'il y a au prochain combat qu'on gagne, on revient à la zone de départ, on peut récupérer ta arme et augmenter son stuff, parce que tu meurs rapidement, comme dans le jeu effectivement tu laisses tes âmes récupérer à l'endroit où tu vas, et si tu meurs entre temps tu les perds. C'est la dure. Et enfin je termine un petit peu sur le fonctionnement des combats, et là c'est assez complexe. En gros tu as des mobs principalement, donc c'est un dungeon crawler, hein, tu as des mobs. À un moment donné, tu as dans le scénario un demi-boss, et à la fin le boss final, qui reprennent les boss du jeu, hein, pour le coup, c'est assez calqué sur ça. Et les boss ont des caractéristiques, ont des comportements, donc il y a une espèce de IA, donc ils ont des compétences aléatoires, c'est un peu le même principe que d'ailleurs dans KDM, parce que dans KDM c'est poussé à un extrême de ouf. Et du coup, ça rend les combats très stratégiques. Faut savoir se mettre à distance, savoir quand avancer, quand reculer. Et il y a aussi le système d'esquive. Donc c'est génial. Franchement, c'est un jeu pour tous les fans de Blood Bowl et de jeux de plateau à faire. Voilà, ça retranscrit énormément l'ambiance. De Dark Souls, parce que t'as redit Blood Bowl. Pardon, de Bloodborne, je voulais dire, mais et voilà, de Dark Souls, effectivement, c'est ça reprend vraiment l'ambiance, etc. Donc un jeu à conseiller, très particulier, effectivement, très 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 difficile. Mais voilà, c'est à recommander plus quoi. Et donc tu faisais bien de le mentionner aussi. Bloodborne aussi, donc l'autre série de Miyazaki, qui est la série sœur de Dark Souls, a aussi été adapté en jeu de plateau et aussi en jeu de cartes. Voilà, du coup, alors j'ai aucune idée de ce que ça donne, hein, mais j'ai très envie d'y jouer quand même, donc à l'occasion, peut-être que je vous inviterai pour faire une partie de Bloodborne. Ah, avec plaisir. Ouais. Le jeu de cartes, d'ailleurs, ça peut être, c'est tout ou rien, hein. Ça peut être très bien pensé, très intelligent, comme ça peut être, par exemple, j'ai du mal à voir ce que le jeu de cartes God of War peut offrir qui soit proche de God of War. Ok. Peut-être que c'est bien, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus un cash grab qu'autre chose. Après, peut-être pas, peut-être que je dis des conneries, je sais pas, je vais pas me prononcer parce que j'y ai pas joué. Mais comme ça, voilà, à y réfléchir, j'ai du mal à imaginer un jeu comme God of War, qui est principalement un beat'em all, peut donner en termes de stratégie dans un jeu de cartes. Et donc il y a plein d'autres jeux dont tu voulais nous parler, mais qu'on n'a pas joué forcément, mais qui sont des jeux forts en jeux vidéo. Moi, le jeu auquel j'ai envie de jouer, là, qui me donne très envie, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de tester malheureusement, c'est Darkest Dungeon. Qui avait joué aussi, je pense, aux jeux vidéo, du coup, Darkest Dungeon. Donc le principe, hein, c'est c'est un dungeon crawler où tu vas dans c'est un roguelite en fait, tu vas explorer des donjons avec une équipe. Et le twist, c'est que la santé mentale de tes personnages va être affectée en fonction des rencontres qu'ils vont faire dans ces dédales. Et je suis très curieux. J'ai vu le set du jeu, il a l'air magnifique. Les figurines ont l'air magnifiques. C'est le cas aussi d'ailleurs pour Dark Souls. Hein, les figurines ont l'air extraordinaires. Je sais pas en vrai ce qu'elles donnent, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, non, elles sont vraiment vraiment magnifiques aussi, ouais.
franchement, c'est du travail de qualité. D'ailleurs, plus globalement, on peut féliciter les éditeurs de jeux de plateau parce que, alors même si ça coûte un bras, effectivement, d'acheter un jeu, pour le coup, ils font un travail extraordinaire. Du petit jeu de base au jeu le plus monstrueux, en fait, c'est un travail d'orfèvre, quoi, en fait. Et c'est assez incroyable la qualité, en fait, qu'on a actuellement en termes de jeux de plateau, quoi. Ouais. Bon, après, c'est pas une règle absolue non plus, hein, mais non, ouais, effectivement. Ouais. En tout cas, dans cette série de jeux qui ont été kickstartés, en général, on a quand même une qualité qui est au rendez-vous parce que il faut bien motiver les gens à donner leur denier et c'est entièrement récompensé, quoi. Ouais, c'est vraiment très très joli. Du coup, on me signale dans l'oreillette que ça fait déjà très longtemps qu'on parle. Et on va peut-être passer un peu vite alors sur la suite. J'avais envie de parler, en fait, j'avais principalement envie de parler des jeux qui m'ont vraiment plu en jeu vidéo et qui m'intéresseraient de voir l'adaptation en jeu de plateau. Malheureusement, j'ai pas pu forcément y jouer. Il y a des jeux comme XCOM, par exemple, je sais que tu joues aussi The Pulp. Effectivement. Voilà. Faut voir ce que ça donne aussi. Je sais que Jérém est un grand fan de Fallout, des Fallout, et je crois que tu les as tous fait, il me semble. Quasi, avec les deux premiers, les anciens, que j'avais pas fait, mais à partir du Fallout 3, je les ai tous faits, ouais. Et spécialement, je pense que ce jeu a été fait spécialement pour toi, Jérém. Faut savoir, vraiment, je cite vraiment très rapidement, il y a une édition, une version RPG, enfin jeu de rôle, de Elite Dangerous. Ouais, j'ai vu ça effectivement, je me suis penché sur la question, j'ai regardé une vidéo d'1 quart d'heure et j'ai absolument rien compris à ce qu'il fallait faire. Alors du coup c'est comme le vrai jeu, ouais, parce que dans Elite, pour ceux qui ont jailli la main, en gros il faut y jouer au minimum 5 ou 6 heures pour commencer à comprendre les mécaniques du jeu et son potentiel, pour l'entrevoir un peu, on va dire. Donc, ça veut dire du coup que le contrat est rempli. Ouais, là, voilà, c'est ça exactement. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Je tenterai pas le jeu de rôle du coup, mais ouais, en tout cas, ça a l'air assez fidèle pour le peu que j'en ai vu à l'esprit Elite. Bon bah du coup, avant qu'on passe, alors on a vraiment été super rapide là-dessus, mais bon c'est pas très grave. Avant qu'on passe à notre ramen, qui est du coup une adaptation de jeu vidéo en jeu de plateau, on va parler du jeu vidéo et du jeu de plateau. Est-ce que il y a un jeu vidéo que vous aimeriez voir adapté en jeu de plateau du coup? Ah, c'est une colle. Alors laisse-moi un peu quelques secondes de réflexion. Ouais. Je pense que ça peut se trouver, quoi. Bah alors, du coup, si vous voulez, je vous donne. Vas-y, si t'en as, ouais, vas-y. J'en ai un en fait. Moi, j'aimerais bien voir un jeu à la, je sais pas, à la Danganronpa par exemple. Tu as une sorte de Cluedo, mais complètement barré, où tu dois essayer de deviner qui est le tueur dans le lot des joueurs, par exemple, parce que du coup, bon, c'est pas trop le cas dans Danganronpa parce que c'est un jeu solo, mais on pourrait avoir une adaptation comme ça, un petit peu à la loup-garou, mais avec des je sais pas, des cartes, des events qui seraient complètement décalés dans l'esprit de ce qu'on a dans le jeu. J'aimerais bien ça. Je trouverais ça très fun. Ça se trouve, peut-être que ça existe, j'en sais rien. J'ai même pas regardé. J'ai réfléchi à ça tout à l'heure. Et je sais plus, tout à l'heure, on a vite fait parler, parce qu'en fait, ça avait une discussion qu'on a eue avec The Poop tout à l'heure. Je sais plus du tout le jour où tu me parlais, The Poop. Ah, c'est ça, hein. C'est vache, ça. Il va bien. Et ouais. Toi non plus. Voilà, je me dis, mais tout à l'heure, je t'ai sorti un jeu, mais je m'en rappelle plus. Tu m'as sorti un truc, hein. En plus, hein. Je dis, ah ouais, ça c'est bien, c'est exactement. Ouais, j'étais totalement d'accord avec toi. Je m'étais dit, ouais, en fait, je secondais ton choix. Il était très très bien. Il était très pertinent. J'aime bien peut-être. Un moment et au fait, le jeu. Voilà, si jamais ça te revient. Du coup, je dirais de ton côté. Ouais, si, je me dis que un jeu Metal Gear, ça pourrait être sympa en jeu de plateau, quoi. À voir comment c'est amené, quoi. Mais par exemple, si il pourrait y avoir un peu des aspects comme dans le loup-garou, c'est-à-dire donc tu incarnes Solid Snake, tu dois peut-être arriver à certaines cases pour libérer quelqu'un, et cette personne, selon la carte qu'elle aurait, ce serait soit un agent double, soit un ennemi, soit un allié, enfin,
il pourrait y avoir plusieurs personnages qui pourraient, voilà, peut-être incarner les différents protagonistes. Quelque chose dans cette idée-là, ça pourrait être sympa, quoi, à voir comment c'est exploité, quoi. Ça doit pas être évident à mettre en place, mais je pense que dans l'idée, ça pourrait être sympa, quoi. Moi, je pense que ça pourrait être un jeu, tu sais, ça pourrait faire partie de ces jeux où t'as le jeu plateau d'un côté et une application à télécharger à côté. Et l'application, ce serait 80 heures de cinématique. Ouais. Ça serait le mauvais aspect de Metal Gear, ça. on serait complètement là-dedans. Ouais, pourquoi pas. The Pool, ça te revient pas? Alors, on est d'accord, c'est le jeu de plateau adapté en jeu vidéo, c'est ça? Oui. Non, on avait un jeu vidéo adapté en jeu de plateau. Ah, j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. C'est nul parce que c'est pareil, tu me l'as dit tout à l'heure et j'ai complètement zappé et elle était belle ton idée. Ça va revenir peut-être plus tard, si ça revient dans le podcast. Ouais, voilà, si ça te revient d'un coup que t'as déclaré, tu le coupes et tu t'interviens pour nous dire. Ouais, non mais ça craint, putain. Ouais. Déjà ce matin, je me demandais où j'allais garer ma caisse. Enfin. Il y a des jours comme ça. Du coup, on va pouvoir passer à notre ramen et je vais laisser la parole à Jérém parce que j'ai beaucoup parlé et Jérém, on l'a pas beaucoup entendu. Ouais, bah là, c'est bon, mon temps de parole est arrivé.